Moi, je connais nos parents, mais remonter l'histoire. Mais prêtez attention, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de Nous France parlons de Info quantité RFI. d'argent Aujourd'hui, le Premier ministre qui dépensé d'Haïti, Laurent en Lamotte. Haïti Monsieur le Premier ministre, pendant le merci pouvoir d'être sur matériel. notre plateau. Mais, faut que nous Nous sommes comprenions en tout. pleine Comme tournée Petro-Caribé n'a pas cité dans européenne, comme ça. Paris, puis Parce que Bruxelles, moi, nous puis à nouveau focus sur Paris, où Petro-Caribé, vous comme rencontrez Petro-Caribé. votre homologue Nous français, parlons de temps Jean-Marc ensemble. Ayrault. Mon chiffre, L'objectif s'il est vous plaît. évidemment de remettre votre pays Commentez dans la sur vidéo les ça grands pour moi. radars, si j'ose dire, Dis-moi des ça nous donateurs pensez. occidentaux. 3 ans et Parce que ça demi qu'a parlé après le là, terrible tremblement de terre c'est qui a question de tué, je le 9 rappelle, milliards, quelques 250 000 52% personnes. dépensés 3 ans et demi en après, Haïti. où on est Haïti. Dans le premier 2 ans, plus l'argent négocié pour passer directement dans le main ou dans l'État. Prends ça nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prends ça nous. Parce que moi, je voulais nous apprendre de l'histoire. Parce que faut que nous entendions les raisons que fait. Moi, je aimé Matéli. Laurent Lamotte font face à face. Il faut avoir un bon journaliste sérieux. Comme ça, pour pas expliquer. Entendez, entendez, s'il vous plaît. Entendez, entendez. Please. Notre invité aujourd'hui est le Premier ministre d'Haïti, Laurent Lamotte. Monsieur le Premier ministre, merci d'être sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes en pleine tournée européenne, Paris, puis Bruxelles, puis à nouveau Paris, où vous devez rencontrer votre homologue français Jean-Marc Ayrault. L'objectif est évidemment de remettre votre pays sur l'écran radar, si j'ose dire, des donateurs occidentaux, 3 ans et demi après le terrible tremblement de terre qui a tué, je le rappelle, quelques 250 000 personnes. 3 ans et demi après, où en est Haïti? Haïti a fait énormément de progrès. Nous avançons. Haïti est un pays aujourd'hui en chantier. Nous avons plus de 800 projets en cours aujourd'hui. Le gouvernement, avec des efforts surhumains, a réussi à relocaliser plus de 1 200 000 Haïtiens qui vivaient sous les tentes. Aujourd'hui, nous en avons environ 250 000 qui sont toujours sous les tentes. Nous travaillons d'arrache-pied tous les jours pour arriver à améliorer leurs conditions de vie. Mais Haïti se porte bien mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans de ça. Mais on se pose la question. 3 ans et demi après, il y a toujours environ 20% des victimes qui vivent sous les tentes. Ça paraît presque incroyable que 3 ans et demi après des injections d'aide internationale, tous les efforts du gouvernement, il y a encore des gens qui vivent dans ces conditions-là. Comment l'expliquez-vous? Ceci explique la raison pour laquelle nous travaillons. Nous avons un programme qui s'appelle le programme 16-6 qui travaille à identifier les demeures, le logement ou relocaliser les 251 000 qui restent. Donc c'est un travail colossal, c'est un travail difficile, mais c'est un travail aussi que le gouvernement haïtien, tous les jours, toutes les heures, s'y met pour finaliser à la fin du mandat du président Martelly d'arriver à avoir 0 personnes qui vivent sous les tentes. Donc d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, c'est notre objectif. La communauté internationale, je le disais, a promis quelques 9 milliards de dollars, mais la question qui se pose toujours, on connaît les promesses, mais combien de ces dollars ont été effectivement donnés à Haïti? Officiellement, environ 52% sont allés vers Haïti, mais ont transité à travers des tierces, à travers des ONG, à travers des agences de l'ONU, mais il n'y a que 1% qui sont passés directement en appui budgétaire au gouvernement haïtien. Donc ceci explique la raison de ma visite en Europe, c'est justement de motiver les bailleurs de fonds, de motiver les donateurs pour passer à travers le gouvernement haïtien directement cette aide, parce que la priorité du peuple haïtien, le gouvernement haïtien, là, et le gouvernement haïtien est mieux indiqué pour la gestion de cette aide, pour assurer une efficacité optimale. Alors, est-ce que ce que vous avez dit, à savoir que seulement la moitié de l'aide promise a été effectivement donnée et qu'une grande partie est passée soit par des ONG ou par l'ONU, est-ce que ça veut dire d'une certaine façon que cette aide n'a pas eu les résultats escomptés en Haïti? Parce que la somme est énorme pour un pays quand même de taille réduite. Absolument. Il nous faut 13 milliards de dollars pour reconstruire Haïti. 13 milliards. Nous avons reçu que environ 4 milliards qui ont été à travers les ONG. Et principalement
en appui pour l'urgence. Là, il nous faut maintenant passer à l'aide au développement. La reconstruction a commencé, le gouvernement, avec nos moyens, nous avons recommencé la reconstruction. 300 km de routes sont en train d'être asphaltées aujourd'hui. Il y a 10 édifices publics qui sont en train d'être reconstruits. Donc, il y a d'énormes efforts qui se font et on a besoin du support de tous pour y arriver. Alors, l'Union européenne doit voter bientôt une aide de 400 millions d'euros. Pour cela, il faut qu'il vous accorde la confiance, à savoir dans la gestion, la lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne va voter cette aide et à quel point est-ce crucial pour vous? Nous avons eu plusieurs discussions avec les représentants de l'Union européenne et toutes les indications vont dans le sens qu'il y aura une grande partie qui ira en appui budgétaire. C'est ce que nous avons demandé. C'est ce que tout gouvernement responsable voudrait avoir. Haïti a fait d'énormes progrès aussi dans le domaine de la lutte contre la corruption. Nous avons renforcé notre unité de lutte contre la corruption. Nous travaillons d'arrache-pied avec les différentes organisations, par exemple, comme le Heritage Foundation, Transparency International, justement pour nous aider, pour nous guider à continuer à combattre ce fléau qui est la corruption. Il y a eu plus de 72 arrestations dans les derniers 6 mois qui ont été faits dans le domaine justement de la lutte contre la corruption. Et nous venons d'installer le Conseil supérieur de la fonction publique, tout ceci pour redynamiser notre fonction publique dans le but de, 1, lutter contre la corruption et 2, avoir une fonction publique, avoir des employés de l'État qui soient professionnels et qui travaillent dans le sens de la population. Un autre problème, on parle souvent de problème, hélas, pour Haïti, c'est celui de la criminalité. Il y a cette image d'Haïti comme un pays violent où le crime est très présent. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça, c'est un mythe. Aujourd'hui, Haïti est l'une des destinations les plus sûres de la Caraïbe, avec un taux de crimes violents de 9 pour chaque 100 000 habitants, ce qui est exactement égal au taux de criminalité de Long Beach en Californie. Donc aujourd'hui, Haïti, nous avons investi dans notre police, nous travaillons tous les jours sur le renforcement de la sécurité. Tous les indicateurs sont en vert aujourd'hui. Donc, 50% de la population fait confiance à la police. La police nationale d'Haïti est l'une des polices les plus respectées de la Caraïbe. Donc, ceux qui pensent qu'Haïti n'est pas une destination sûre se trompent. Aujourd'hui, Haïti est l'une des destinations les plus sûres de la Caraïbe. Et nous invitons les Français qui regardent, les Européens qui regardent, les gens du monde entier à venir visiter Haïti et à venir faire l'expérience haïtienne. Je vais en venir à la situation politique. Il y a eu un blocage, notamment à propos d'élections sénatoriales et locales qui devaient se tenir à l'origine, si je ne me trompe pas, en novembre 2011. Il y a eu des disputes à propos de la composition d'une commission électorale, puis de la loi électorale. Ça a été critiqué par vos partenaires internationaux, y compris l'ONU. Est-ce qu'on va enfin avoir ces élections qui auraient dû se tenir il y a 2 ans, avant la fin de cette année? Avoir des élections en Haïti, aujourd'hui, c'est notre priorité première. Le président de la République l'a dit, le gouvernement l'a dit. Notre objectif, c'est d'avoir des élections en décembre, le plus vite que possible. Pour ça, le gouvernement a déjà mis à la disposition de fonds gérés par le PNUD de plus de 10 millions de dollars américains et nous sommes l'un des seuls, enfin, nous avons donné notre quote-part. Ceci dit, nous avons la bonne nouvelle aussi, c'est que hier, la loi électorale a été votée par la Chambre des députés, ce qui va faciliter le processus d'aller vers les élections. Donc vous êtes confiant qu'il y aura ces élections d'ici la fin 2013? L'organisation des élections est incontournable. Donc si ce n'est pas fin 2013, ce sera début 2014. Mais ça ne dépend pas du gouvernement, ça dépend du Conseil électoral provisoire, du CTCEP, le collège transitoire du Conseil électoral permanent. Ça dépend d'eux. Nous leur donnons tout le support, nous leur donnons tout ce que nous avons en termes de collaboration pour la tenue de ces élections le plus vite que possible.
Très bien. Je veux en venir aussi à l'ONU. L'ONU a une mission en Haïti qui est là depuis 2004. Il y a notamment une polémique qui a beaucoup agité suite au tremblement de terre, une épidémie de choléra. Le choléra avait disparu depuis un siècle, plus d'un siècle en Haïti. 8000 morts ont été causées. D'après toutes les études scientifiques crédibles, c'est un contingent de l'ONU qui est à l'origine de cette épidémie de choléra. Beaucoup exigent des excuses publiques des Nations Unies, une indemnisation des victimes, mais le gouvernement a été étrangement silencieux. Pourquoi ? Le gouvernement travaille avec l'ONU. Moi, personnellement, j'ai été aux Nations Unies, j'ai travaillé avec le secrétaire général et nous étudions des pistes ensemble, comment venir en aide aux victimes, aux parents des victimes. Il y a eu, comme vous le dites, 8000 morts, plus de 700 000 personnes infectées. Ça a créé vraiment une situation difficile qui est aujourd'hui sous contrôle. Et en termes de travaux, nous travaillons tous les jours avec l'ONU, justement pour arriver à une solution. Parce qu'il y a quand même une responsabilité morale dans tout ça. Est-ce que vous exigez des excuses de l'ONU ? Nous travaillons avec eux sur identifier le meilleur moyen de résoudre ce problème de manière pérenne. Donc, ceci va passer par différentes étapes et différents processus. Très bien. Dernière question au niveau de la réconciliation nationale. Il y a 2 ans sont revenus au pays 2 anciens dirigeants, M. Duvalier, M. Aristide. Ils sont poursuivis parfois en justice. Est-ce que vous craignez encore pour la stabilité politique en Haïti? Ça a été un problème récurrent toutes ces dernières années. Est-ce que leur présence, leur procès, leurs partisans font que Haïti est toujours peut-être l'objet de tentatives de déstabilisation à venir? Depuis plus de 2 ans et demi, Haïti est un pays stable. Haïti est un pays qui veut se développer. Haïti est un pays qui va vers le développement touristique. Nous allons vers une croissance économique de 4,5%. Et ceci, la stabilité politique est clé pour que ces indicateurs continuent. Ceci dit, la présence de l'ex-président Aristide, de l'ex-président Jean-Claude Duvalier, ce sont des Haïtiens qui sont en Haïti aujourd'hui. Comme le dit notre Constitution, notre gouvernement veut promouvoir quand même un pays qui est ouvert à ses fils, ce que nous avons réussi à faire jusqu'à présent, et nous allons continuer à le faire. La justice est indépendante, et nous voulons avoir un état de droit là où la justice reste indépendante. Donc, ils ont